C'est ma courtière immobilière, Myriam Gervais. Salut. Bonjour Alex. J'ai dit c'est ma. Ben oui, je t'appartiens maintenant. Oui, c'est ça. On va démystifier aujourd'hui le monde, évidemment, des inspections quand il est question de faire une acquisition. Puis même la position d'un vendeur et acheteur, évidemment, peut différer, mais elle est tout aussi importante dans le processus. On va s'entendre là-dessus. Tout d'abord, à quoi ça sert faire des inspections pour notre résidence? Bon, bien, c'est sûr que normalement, une inspection, c'est vraiment pour regarder l'état de la propriété, si elle est bien dans l'état qui a été décrit à la déclaration du vendeur. Donc, on sait quand on a une maison à vendre, le vendeur doit déclarer tout ce qu'il sait, tout ce qui est arrivé, tout ce qu'il a réparé au meilleur de sa connaissance et avec la bonne foi. Donc, c'est sûr qu'un acheteur qui arrive, il doit lire la déclaration du vendeur. Quand, exemple, la toiture, on sait qu'une toiture de bardeau, exemple, ça dure une quinzaine d'années. Ouais. On dit 25 ans, mais après 15 ans, normalement, il s'épuise. Ça peut être plus long, ça peut être plus court. C'est sûr que si on voit dans la DV qu'on a une déclaration du vendeur, qu'on a une toiture qui est en fin de vie, bien, on va faire une offre qui est en conséquence qu'elle va être à refaire. Donc, la première offre qu'on fait, normalement, ça doit être en conséquence de toute l'information qu'on a à la déclaration du vendeur, quand tout le monde est de bonne foi. Oui, c'est ça qui arrive. Mais est-ce que je fais une parenthèse avec toi? Moi, j'entendais durant le gros boom immobilier qu'on a connu, là, découlant de l'an 1 de la pandémie en 2020, il y a des gens qui achetaient des maisons sans en faire l'inspection. C'est inconcevable de le faire. Je sais, c'est un gros bon sens, mais on dirait qu'il y avait tellement de pression sur les acheteurs qu'il y en a certains qui acceptaient sans nécessairement aller faire l'inspection. Est-ce qu'on en voit de moins en moins parce que le marché s'est un peu équilibré ou il y a encore des gens qui malheureusement ne le font pas? En fait, c'est une question à plein de volets. Répondre rapidement. Pendant la pandémie, l'inspection, c'était vraiment au niveau de la négociation que les gens allaient la retirer. Malheureusement, il y a des gens qui ont fait ça, qui aujourd'hui ont des problèmes avec ça. Donc ça, c'est un volet. Puis maintenant, nous, de toute façon, depuis les nouvelles réformes en immobilier, le courtier est obligé en tout temps de recommander une inspection. Que ce soit une maison neuve, que tu sois un contracteur, que tu sois un architecte, je dois recommander une inspection. Pourquoi? Parce que l'inspection, c'est notre carnet d'entretien. OK? Donc, même si tout est beau, même si le vendeur a tout déclaré puis qu'il connaît super bien sa maison, même s'il y a un autre acheteur avant nous qui a fait une inspection puis qu'on a le rapport, on doit quand même en faire une pour nous. 2 raisons faciles. La première, c'est que le contrat de la première inspection, il n'est pas avec vous. Donc, si jamais leur inspecteur n'a pas vu des choses et que vous avez pris leur inspection, vous avez dit tout est beau en pensant être protégé. Si vous avez un problème puis que vous arrivez devant le juge avec cette inspection-là, ça fonctionne pas. C'est pas valide, oui. Alors, juste pour vous protéger, premièrement, vous devez en faire une. Moi, je dis que c'est un 500 $ bien investi et non perdu. Ça nous donne le carnet d'entretien, donc pour les nouveaux acheteurs, pour les gens qui veulent savoir quoi qu'il y a à faire. Parce que des fois, là, ça dure 1 heure, 2 heures, 3 heures une inspection. On se fait dire tous les bobos qui sont sur la maison puis tous les problèmes que ça peut causer. C'est beaucoup d'informations. Fait que souvent, on veut l'avoir pour plus tard. Quand... Ouais, puis il y a des inspecteurs qui nous donnent chaque saison quoi faire. Donc, carnet d'entretien. Et qu'est-ce qui appartient, rendu là, on a expliqué quand même cet aspect-là, mais qu'est-ce qui appartient à l'acheteur? Qu'est-ce qui appartient au vendeur là, aussi? Là? Oui. Bien, lors d'une inspection, dépendamment, là, je vais vous faire exemple. Moi, si je suis je représente le vendeur. Donc, si je suis dans le courtier inscripteur, j'ai un courtier acheteur qui vient avec ses clients, décide de faire une inspection. Alors, on négocie selon ce qui est à la déclaration du vendeur, on accepte un prix. Ça peut être plus haut, plus bas que ce qui est demandé, dépendamment des conditions. Si on est une offre, 4 offres, 15 offres, avec les conditions. Si on a une inspection, le délai d'inspection est super important parce qu'on se met un 7 à 10 jours pour faire l'inspection. Ça veut dire que dans ce délai-là, il faut que l'inspecteur vienne sur place faire l'inspection. S'il ne vient pas dans ce délai-là, c'est réalisé. On peut pas rien revenir après. Okay. Mais après ça, mettons qu'on se donne un 7 à 10 jours, il faut qu'il vienne. Mais après ça, tu as un 4 jours supplémentaires pour recevoir le rapport, le lire et dire oui, on est correct, oups, il y a des problèmes ou on se retire. C'est les 3 choix après une inspection. L'inspection, c'est pas fait pour renégocier le prix qu'on a établi. L'inspection, c'est pour le carnet d'entretien, s'assurer que ce que le vendeur a déclaré est tout là puis qu'il n'y a pas de nouveaux éléments. Puis si tu n'es pas représenté, par exemple, par un courtier, puis il y en a qui se représentent eux-mêmes en étant évidemment un vendeur,
ça peut amener... Il y a des grosses nuances, en tout cas. Là, bien, depuis le changement de la loi, justement, là, suite au problème de la pandémie, tout ça, on a vraiment resserré la vis. Si je suis le courtier vendeur et que j'ai un acheteur direct, premièrement, je ne peux pas le représenter, donc je dois lui expliquer que moi, je ne peux pas le conseiller, je ne peux pas rien, que je donne un service équitable, je fais signer tous les papiers qui expliquent ce que je peux faire et ne pas faire. La négociation suite à une inspection, c'est une chose, c'est un conseil. Donc, si je ne te représente pas, je ne peux pas te conseiller suite à des problèmes trouvés à l'inspection. Donc là, tu te retrouves à soit négocier toute seule, soit te retirer ou soit continuer tel quel. Moi, je peux pas, tu sais, normalement, moi, ce que je vais conseiller, c'est d'aller chercher des soumissions, prolonger le délai. On va peut-être essayer de négocier s'il y a des nouveaux éléments. Mais tout ce qui est exemple, l'entretien, le caulking, toutes les choses qu'on savait déjà entretenir, ça va être à l'acheteur d'acheter tel quel. On calcule toujours un 1 à 3 % d'entretien de la maison. C'est normal, ça appartient à l'acheteur. Ça va être récurrent toutes les années. Si jamais on trouve des choses brisées ou mal réparées ou pas correctes, là, ça appartient au vendeur de le réparer pour mettre la maison en ordre. Puis s'il y a des nouveaux éléments, bien là, on fait analyser combien ça coûte et on renégocie. Si on arrive à s'entendre, on continue. Sinon, on se retire. Puis le vendeur doit déclarer toute cette belle information-là à tout prochain promettant acheteur. Oui, c'est ça. Parce qu'on parlait aussi des délais avant d'ouvrir les caméras. Puis ça aussi, c'est important là, de savoir ce que ça veut dire, les délais aussi. Bien, ça veut dire que si, exemple, tu as une inspection 7 jours, puis ton inspecteur vient le 7e jour et que tu découvres un problème de fondation dans des blocs de béton, je parle par expérience, le 4 jours pour avoir le rapport puis faire des estimés de fondation, là, en ce moment, c'est impossible. Alors là, on se retrouve à soit prolonger le délai, soit renégocier, soit se retirer, soit continuer tel quel en ne sachant pas. Donc, c'est sûr que si vous êtes représenté, jamais je vais vous dire de continuer tel quel sans savoir où on s'en va avec ça. Très éclairant, encore une fois. Merci. On va avoir encore besoin de toi. À bientôt. Merci. Merci.